Je vous invite à prendre place comme vous le souhaitez. Le plan est libre. Nous allons avoir dans quelques instants Sandrine Dixon-Desclèves qui va se connecter live. Elle est avec nous depuis la COP28. Alors, dans cette séquence, de quoi allons-nous parler? Nous allons nous interroger sur les modèles économiques que nous devons faire émerger pour respecter les limites planétaires, les ressources naturelles, l'énergie, les ressources en minerais. Nous nous poserons aussi la question de la priorité que nous voulons pour ce modèle et cette entrée dans ce qu'on a appelé dans le premier débat un nouveau paradigme. Est-ce qu'on va parler de croissance tout court? Est-ce qu'on va parler de croissance verte, de nouvelles formes de croissance, voire de décroissance, de bien-être et de prospérité? C'est sur ce sujet-là que nos 5 intervenants vont confronter leur point de vue et leur vision. Sandrine Dixon-Desclèves, can you hear us? I can. Thank you very much. Thank you very much for being live with us from COP28. You're the co-president of Club of Rome, a wonderful platform of thought leaders who fight relentlessly and challenge established paradigms. Just for the record, remember all the audience that the Club of Rome really made its name on the international stage in 1972 with the Limits to Growth report, and it's back today in the spotlight with the Earth for All study. We're going to come back to that in a minute. On stage, à côté de moi, sur ma gauche, Jean Pisani-Ferry. Vous êtes économiste, vous êtes professeur d'économie au think tank Bruegel. Vous êtes aussi co-auteur du rapport Les incidences économiques de l'action pour le climat, qui a été remis en mi-dernier à la Première ministre. À vos côtés, je continue le tour de piste. Mathieu Ozano, vous êtes directeur du Shift Project. C'est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone et qui vise donc à éclairer le débat public sur la transition énergétique. À vos côtés, Pierre-Olivier Gourinchas, vous êtes chef économiste du Fonds monétaire international. Et au bout de la scène, en face de moi, Tim Jackson. You're an economist, professor of sustainable development at the University of Surrey and a very well-known and famous author of Prosperity Without Growth. Donc on va faire cette discussion en français et en anglais. Vous pouvez vous munir des petits casques de traduction et bouger sur le bon channel, la bonne ligne pour faire la traduction si vous le souhaitez. Sandrine Dixon, I think we might kick off this conversation with you, looking back in the mirror. 1972. These Limits to Growth report then analyzed sort of the patterns and the model of impacts of human activities on the planet. This was a wake-up call. Would you say that we have either turned a blind eye or didn't pay enough attention to all this wake-up call and alerts that was made in the report half a century ago? What we've been doing since then? So thank you very much for the question. And bonjour, mesdames et messieurs. Désolée de ne pas être parmi vous. Je suis contente qu'au moins Tim Jackson est là, un de nos membres du Club de Rome. Let me start off by saying very clearly that, yes, you're right. We published this report in 1972. And while millions of copies were sold in 30 languages across the globe, the book's results have been often misunderstood. I think in many cases, government officials thought that this was a warning sign of collapse and also of despair, instead of actually thinking that these were the possible alternative scenarios that we were already trying to put forward of ways in which we could indeed live within the planetary boundaries. And so what is frustrating actually is that all of the interconnected elements of the system dynamic modeling that we saw within that model of the limits to growth, which very clearly indicated that we needed to stay within our finite boundaries, that we needed to address population growth, and that we also very much needed to address proper redistribution of wealth and think through our economic model, which already was starting to become over-financialized, was actually not being listened to. So I would say that over the last 50 years, there have been a series of different publications that have not only come from the Club of Rome, but also have come from other authors, other esteemed organizations, which have shown the accuracy, including our own, of what we're living today. A polycrisis where we have a series of social and environmental tipping points here in the 2020s, something that was already shown in the scenarios in 1972.
The fact that we've run out of time, we've heard some of this in the previous conversation. I think the question with regard to the previous conversation and this question is whether we can indeed continue to grow at the pace that we're seeing today. We would argue that you cannot, that you must address inequalities, poverty, and the fact that actually we are not only having a decrease in well-being across the globe, and our social tension index and our well-being index is demonstrating this, that actually we're going to see an impact in terms of climate change, direct climate change impacts of about 5% costs to GDP per year, and that about 2 to 4% of GDP per year is the annual cost that it would take to put in place some of the solutions that I'll talk about next. So I think it's very important that we remember we've lost 50 years. We're now in the midst of a planetary emergency. The esteemed authors of The Limits to Growth had shown us the possibilities of that emergency. And now we need to think through how do we emerge from that emergency. And that is what we have published in Earth for All, the Survival Guide for Humanity. Thank you, Sandrine, to remind us that we've actually lost these 50 years, that we've crossed in then 6 out of 9, I think, planetary boundaries. So where do we go from here? This is the kind of the question this new report, Earth for All, asked in a way. What are the main predictions you are making in this study in terms of scenario, breaking points, turning points? Where do you project us? So in terms of the Earth for All scenario, or the Earth for scenario, we actually model, again, 2 key scenarios. One which is too little too late, versus the giant leap. The too little too late scenario, we have to be very clear. This is today's scenario. To be frank, actually, this takes into consideration what we've just heard from both Gates and also from the esteemed minister. The fact is that we maintain our investment in technology without taking into consideration the fact that our financial architecture is broken, the fact that we have to address debt cancellation, that we have to address special drawing rights for the poorest countries across the globe. The fact also that we need to take into consideration re-tax distribution and think through actually the way in which we look at the wealthiest in our societies to put in place real just transition funds. But we heard about the difficulty of doing this. And what we see within the too little too late scenario is that actually poverty only continues to go up, inequality continues to go up. Now, why is this important to the planetary boundaries? And this is something that is not spoken about enough, because we have seen that the speed and scale to meet and to stay within the planetary boundaries is directly linked to the speed and scale in which we eradicate poverty, and also inequality. So maybe I'll make the last point, that what we do actually in the uniqueness of our giant leap model is that we come up with 5 key turnarounds. Address inequality and look at the distributional effects in terms of owner and worker share. Address the over-financialized economy that we have now that only focuses on profit and shareholder value. Look at ecology and the links and feedback loops between ecosystems and climate change. Address the role of the public sector, working obviously with the private sector and finance, looking at labor, population growth, and most importantly, new indicators which are buffering productivity. So we can start to place a value on the care economy, on a shared economy, on moving towards sufficiency, education, and all of the parts of the economy which we will then be able to ensure service people, planet, and prosperity. And if we do not do that, then we will see the inextricable growth of social tension, of an attack on our democracies, of insecurity and instability. And I'll close with this. Do not underestimate the growing inequality that we are seeing in the West, not necessarily just between the West or the North and the South. In the United States, wages for CEOs have gone up by 1,400% since 1978. The equivalent wage for an employee is 18%, and the equivalent inflationary impacts are close to about 30%. So we need to remember that when we talk about redistribution of wealth, this is not just about moving towards
a society which is only taxing just the wealthiest, but looking at the global commons, ensuring that we have proper distribution of wealth, and ensuring that we have the proper economic frameworks to enable that to happen. Thank you very much, Sandrine Dixon, for laying out the key talking points for this discussion. Pierre-Olivier Gourinchas, en tant que chef économiste du FMI, je me tourne vers vous et vous demande si, considérant le tableau que vient de peindre Sandrine Dixon et les différents scénarios qui ont été étudiés par le Club de Rome, est-ce que vous diriez que la croissance demeure compatible avec la lutte contre le changement climatique et contre le fait de vivre dans un monde fini? Et si oui, à quel rythme, dans quelles conditions, avec quelles conséquences? Alors, je dirais d'abord, c'était un tableau tout à fait intéressant. Je pense que la réponse que nous donnerions, nous, au FMI, c'est que oui, la transition climatique et la croissance sont compatibles. La question essentielle, c'est celle qui a été mentionnée par le ministre et par Bill Gates lors de la séance précédente, c'est la question du découplage. L'équation est simple. Si on n'a pas de découplage, si on veut réduire les émissions, il faut réduire l'activité économique. C'est une équation linéaire entre les deux, donc c'est particulièrement simple à comprendre. Et donc, on ne peut le faire qu'en s'appuyant sur des politiques de demande, et ça veut dire effectivement réduire la croissance. Donc la croissance est finie si nous sommes dans un monde où il n'y a pas de découplage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus avec moins. C'est ça le découplage, c'est faire plus d'activités économiques avec moins de gaz à effet de serre, moins d'intrants qui sont nocifs pour la planète, pour l'environnement. La bonne nouvelle, c'est que faire plus avec moins, c'est ce qu'on fait depuis des siècles. Ça s'appelle le progrès technologique. On le fait toujours. Alors quel est l'enjeu actuellement? C'est qu'en fait, on a besoin de le faire très rapidement. On est très en retard, et ça, on est entièrement d'accord sur le diagnostic. On a perdu peut-être 50 ans avant vraiment de se réveiller. Et on est encore très loin. Les mesures qui ont été annoncées lors des accords de Paris, par exemple, couvrent une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 11%. Il faudrait être entre 25 et 50% pour atteindre les objectifs de 1,5 degré à 2 degrés de réchauffement climatique. Donc on est très loin. Il faut faire beaucoup de choses, et il faut faire beaucoup de choses pour arriver à développer les technologies vertes qui nous permettront effectivement de continuer à croître. Alors cette croissance, elle est nécessaire parce qu'il y a un enjeu qui, à mon avis, est un enjeu de justice globale. Hein. Arrêter la croissance, ça veut quand même dire qu'il faut figer dans leur état de développement actuel, ou quasiment leur état de développement actuel, une grande partie de la population de la planète. On ne peut pas envisager un ralentissement de la croissance ou de l'activité économique simplement dans les pays riches. Comme il a été rappelé précédemment, ça ne représente que 30% des émissions totales. Donc c'est un enjeu de justice. Il faut avoir un sentier qui permet à la grande partie de la population de la planète de pouvoir converger vers les niveaux de vie, vers les niveaux de standards, de qualité de vie que nous avons, dont nous profitons déjà. Alors comment faire? Eh bien, il va falloir mettre en place des politiques de soutien à cette innovation technologique, c'est déjà ce qui se fait. Et là-dessus, ce qui est très important, et ce que les économistes disent de manière assez uniforme, et le FMI est parfaitement en accord avec ça, c'est qu'il y a un rôle essentiel sur la valorisation de ces ressources rares, de ces ressources naturelles. Et donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une transition climatique qui se ferait sans un prix du carbone a très peu de chances de réussir. Donc le prix du carbone n'est pas suffisant pour arriver à réussir la transition climatique, mais il est absolument nécessaire. Et là-dessus, les signes sont encourageants. On a de plus en plus de pays, on a 50 pays déjà qui ont adopté une tarification carbone, on en a 20 autres qui ont annoncé qu'ils allaient s'engager dans cette direction-là. Comme je l'ai dit, on est encore très loin. Le prix carbone moyen pour les pays qui ont adopté une tarification carbone est à peu près à $20 la tonne. Il faudrait qu'on soit au-dessus de 80, peut-être autour de 85, 90, pour être un peu plus dans les clous. Donc on en est très loin, mais on s'engage sur ce sentier-là. La tarification carbone, le prix carbone, c'est absolument essentiel parce que ça joue sur les deux tableaux. Ça joue sur trois tableaux en fait. Ça joue sur la demande, ça joue sur l'innovation et l'offre, parce que ça offre des perspectives d'innovation qui permettent d'entrer et de développer des technologies qui vont permettre de décarboner. Et le troisième tableau, et c'est celui-ci qui en fait résonne de plus en plus avec les gouvernants, c'est que c'est une forme de financement de la transition climatique, parce que ça permet de générer les ressources qui vont être utilisées à la fois pour la redistribution et pour les investissements massifs dont il va y avoir besoin. Alors le dernier point que je voudrais faire, c'est que cette transition, même avec les bons outils, que ce soit
soit une tarification carbone, que ce soit avec des subventions vers l'innovation, que ce soit avec de la régulation sur certaines activités qui devraient peut-être être beaucoup plus régulées, ça va ne pas se faire nécessairement sans douleur. C'est une transition qui elle va être coûteuse, et elle va être coûteuse à un niveau humain. On a une transformation majeure de systèmes de production de l'énergie, transformation majeure de certains secteurs industriels. Il va y avoir des relocalisations d'emplois, il va y avoir des destructions d'emplois. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt sur ces questions-là, ça va être compliqué. Mais c'est une transition qui est au niveau macroéconomique, les coûts macroéconomiques, donc je ne parle pas des coûts au niveau sectoriel qui peut être plus élevé, mais au niveau macroéconomique, ces coûts restent quand même modérés. Les simulations qu'on a faites, nous, au FMI, sur les coûts macroéconomiques en termes de ralentissement de l'activité, d'augmentation de l'inflation, par exemple, parce que les coûts de l'énergie peuvent augmenter lorsqu'on est dans la transition climatique, ces coûts restent de l'ordre de environ un peu plus de 1% du PIB global à l'horizon de 2030. Donc c'est en niveau, donc ça veut dire que c'est un ralentissement de croissance de 0,1 à 0,2 par an. Donc c'est là, mais c'est tout à fait gérable. Ça ne doit pas nous empêcher de nous engager sur ce sentier-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Pierre-Olivier Gourinchas. Donc on retient, en fait, vous avez quand même dit 2 fois, on est encore très loin, à la fois sur la vitesse et la rapidité à laquelle on doit effectuer ces découplages entre croissance et lutte contre le réchauffement climatique. On est très loin sur le bon prix, la bonne tarification du carbone, et on est encore très loin d'avoir vu finalement les effets complets de ce changement de paradigme sur la localisation et la requalification de certains emplois. Je me tourne vers vous, du coup, Jean Pisani-Ferry, pour solliciter votre regard d'économiste sur la question. Diriez-vous que l'ajustement nécessaire entre l'offre et la demande, faire mieux avec moins, c'est ça qui va nous permettre de réussir ce combat croissance et respect des limites planétaires? Est-ce qu'on va réussir à découpler assez rapidement pour arriver à respecter les accords de Paris? C'est quoi, selon vous, le secret sauce? Je pense qu'on parle de 2 choses. On parle à la fois du climat et on parle d'autres sujets qui sont des sujets de limites planétaires qui sont plus compliqués. Le climat, c'est assez simple. Le climat, c'est assez simple parce que c'est une externalité parfaite à l'échelle mondiale. C'est-à-dire la tonne de carbone qui est émise, où qu'elle soit émise, a exactement le même effet. La bonne approximation, c'est qu'une fois qu'une tonne de carbone est dans l'atmosphère, elle y reste, et elle y reste pour très très longtemps. Donc la relation entre le stock de gaz à effet de serre, donc pas le flux, le stock, et la température, elle est linéaire. Et enfin, la relation entre le stock de gaz à effet de serre et les dommages, notamment les dommages au climat, elle est convexe. Donc elle est non linéaire et elle a la mauvaise orientation. Donc ça, c'est le modèle de base. Et donc la réponse, c'est effectivement de devoir mener l'action sur toute une série de fronts avec toute une série d'instruments. Est-ce que ça va coûter cher? Moi, je suis optimiste sur le long terme parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de supposer que les technologies qui s'expérimentent, que des technologies nouvelles du côté des énergies renouvelables seront structurellement moins efficaces que les technologies qui sont liées aux combustibles fossiles. Donc c'est très important. Mais en revanche, je crois qu'il ne faut pas, et je rejoins ce que disait Pierre-Olivier à l'instant, je ne pense pas qu'il faut se voiler la face sur le fait que la transition va être compliquée. Et elle va être compliquée parce qu'on est très en retard, parce que comme on est très en retard, il va falloir faire beaucoup d'investissements, parce que comme on va faire beaucoup d'investissements, ça va faire autant qu'on va devoir distraire de la consommation. À l'échelle d'un pays, on peut toujours faire appel à l'épargne du reste du monde, mais à l'échelle du monde, on ne peut pas faire appel à l'épargne du reste du monde. Et donc, on va devoir rééquilibrer à la fois notre consommation. On va devoir mettre de côté du capital qui n'est pas du capital complètement amorti. Donc il va y avoir une perte en capital, il va y avoir une perte en fait en capacité de production.
Donc ensuite, on peut discuter sur les chiffres, mais je pense que qualitativement, il y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Donc, optimisme à long terme, mais des difficultés à court terme. Le point sur lequel je voudrais terminer, c'est le point des limites planétaires, et donc tout le sujet de la biodiversité, tous les sujets de qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde fini. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué intellectuellement, parce que c'est pas la même chose. On a d'une richesse, on a un capital naturel. Ce capital naturel, on l'a utilisé sans trop y faire attention. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce capital naturel, il est sérieusement menacé. Il y a une revue qui a été publiée, une review qui a été publiée au Royaume-Uni, la Dasgupta Review sur la biodiversité. Donne les chiffres suivants. De 1992 à 2014, le capital matériel par tête dans le monde a doublé. Le capital humain par tête a augmenté d'une quinzaine de %. Le capital naturel par tête a baissé de 40%. De 40%. De 40%. Donc ça donne une mesure de la difficulté, de l'ampleur du sujet. Et ce sujet-là, il est compliqué parce que, évidemment, quand on parle de ce capital naturel, on parle de tas de choses. On parle de la biodiversité, on parle de l'eau, on parle des forêts, on parle de toutes sortes de capital qui est très différent. Et donc, pour beaucoup, on parle d'externalités à l'échelle locale. On parle des réserves en eau, des ressources en eau, c'est très, très, très local. Donc, là-dessus, contrairement à ce qu'on dit sur le carbone, où on peut discuter sur la question de savoir quel est exactement le rôle du prix du carbone, mais tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'on ne fera pas la transition sans avoir une certaine tarification du carbone. Dans les cas de la biodiversité, il n'y a pas de prix, on ne peut pas mettre un prix. Donc on est sur des choses beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles à appréhender. Beaucoup plus difficiles à appréhender, mais beaucoup plus difficiles aussi à résoudre. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry d'avoir fait cette précision et cette analyse sur les strictes limites planétaires et physiques. On va y revenir dans un instant sur ce sujet-là, mais I would like to turn to Tim Jackson first. You're a strong advocate in this whole conversation we're having about growth or no growth or which growth. You're a strong advocate of prosperity without growth. So would you rather say that all the conversation we've been having since the beginning of the morning about which growth, which speed, which timeline, decoupling, not decoupling, this is not the question at stake. What we need to do right now is to change a model that has been rooted historically in the necessity or postulate of growth. So you're asking me if we should change the title of the conference from Croissance I think that's a bit, that might be a bit too climat. late. That for V2 is probably 2025, but yes, would you say that? I mean, actually, it's how I started when I worked for the Sustainable Development Commission. That was exactly the question, in a way, was, how long can you go on simply aligning your priorities with growth? How long can you come to conferences and say, yes, we can have growth and we can have this, that, and the other? How long can we argue that growth is, in fact, only the friend of the climate and admit that sometimes it's not? And actually, the arithmetic tells you that it's not. And, we've heard a lot today about the speed of decoupling. I am not against decoupling. Decoupling matters. Decarbonization matters. The impact on biodiversity, and Jean is absolutely right to point out that that's a much harder problem to solve. Those are scaled with economic growth. The more economic growth you have, the more impact you have. All other things being equal, as economists like to say. Now, the way that you get out of that bind, that the bigger your economy is, the bigger the impact you have, is to argue that you can decouple, that you can decarbonize. And we know that you can. In fact, I started out, before I was working for the Sustainable Development Commission, in Friends of the Earth in the 1980s, telling the government how much money they could make, actually, from renewable energy rather than carbon and fossil fuels. And some of that is true.
but it is to some extent about speed. And I don't think anyone really denies that we are not going fast enough, that we haven't decoupled fast enough, that we're not decarbonizing fast enough, and that even to proclaim figures like 20% down while the GDP has gone up by 15% over a decade is nowhere near what's needed to tackle the science of climate change, which says that you should be doing something like 20% reduction in carbon year on year over the next decade. So we still need that growth in a way, is what you say. But do you think that we should still rethink the system? I'm not saying. I mean, I'm not saying that we necessarily need growth. We need to decouple. Do you agree on that? We need to decarbonize. So what do we need to do to have short-term, but more specifically, long-term effects on the model? We do have to rethink that model. There's no doubt about that whatsoever. How can we do that? Well, I was sat just there when the minister was speaking, and the minister was speaking, I think, from your podium. So we were directly confronting each other when he gave us a lot of strong arguments against décroissance. And I tried very hard not to take that personally. But then I remember that actually ministers in my country have a long history of inviting French people to meetings and then insulting them. So I thought, touché, Monsieur le Ministre. And that's fine. But are you an advocate of degrowth? Are you an advocate of degrowth? Well, I remember, this is what I remembered, that first of all, actually décroissance is a French invention. Décroissance was talked about first in the 1960s. Décroissance was regurgitated by Serge Latouche in 2007. The décroissance movement emerged out of France. Décroissance. The French gave us croissant for breakfast and décroissance for tea. And that's, it is a French term. And I don't come here as a defender of concepts French, but I do think of the things that have come out of France, actually décroissance is an important movement. So to the minister, sadly he's gone, yes, should we embrace décroissance? There are a lot of very good people in the décroissance movement. Embrassez-les. They are nice people, they're sensible people, they're thinking clearly, and they are critiquing our economic model. And that is what we should be doing at this point. And just to make it clear, because there was sort of a divergence with you sitting on the front row and welcoming this décroissance argument from the minister, do you think that we should aim strongly towards the décroissance route, or shall we go down a route that is more a post-growth like we've known it before, a new kind of growth? Well, that is my preferred terminology, post-growth, to be honest, because décroissance people don't entirely understand. And although the décroissance movement speaks about it in terms of a planned reduction in the material and energy throughput, it's often conceived by the public is that you go to Treasury, you find the knob marked growth, and instead of turning it up as far as you can, you turn it down as far as you can. That's not degrowth. And the terminology, though, doesn't always help the argument. And so I prefer the terminology of post-growth. And post-growth, to me, makes a lot of sense because it calls into question the growth-based paradigm, the economic model that we've lived with for 50, 60 years, and ask, is this now fit for purpose? And there are lots of reasons to think that actually it's not. And one of them, an entirely secular reason, nothing much to do with the environment, is that growth, the trump card of growth that we call on whenever we have to make political decisions, actually may not be there in the same way that it has been in the past. Growth rates have declined in the advanced economies in particular, not just since the pandemic, not just since the financial crisis, but actually since the 1960s. And we are almost already living in what we could describe as a post-growth economy. We just don't have the language or the resources to think about it properly. Okay, we'll get back into the details in a few minutes. Mais je voudrais vous entendre, Mathieu Ozano, parce que d'une certaine manière aussi, on peut dire que le Shift Project vous appelez en quelque sorte à un changement
de modèle où vous appelez à prendre en compte strictement, au sens propre du terme, ces limites planétaires, les limites physiques, pour dessiner un nouveau paradigme économique. Sur quel pilier ça repose, votre analyse? Expliquez-nous comment vous prenez en compte ces limites physiques. Quelles sont-elles? Ouais, alors merci beaucoup et merci de me faire l'honneur et de faire l'honneur au Shift de pouvoir donner un peu son point de vue sur la définition des termes. On a pas mal tourné autour de la question. Finalement, qu'est-ce que c'est que ça revient à de quoi on parle quand on parle de croissance économique? C'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir. Moi, je dirige une association qui réunit surtout un prisme qui est un prisme d'ingénieurs. Alors, je suis l'un des littéraires de la bande, donc je fais un peu exception. On aime bien chez les ingénieurs dire qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc au Shift, alors on a une organisation qui a un nom anglais, mais on est une organisation surtout franco-française. On cherche qu'est-ce qui se cache effectivement derrière cette notion de croissance. Et nous, notre réponse, c'est que quand on parle de croissance d'activité physique, voilà, c'est ça la croissance économique, c'est une croissance d'activité. On déplace plus, on réchauffe plus, on refroidit plus, on agglomère, on détruit, on reconstruit. À chaque fois que dans notre monde tangible, vous avez une croissance des transformations, vous avez une croissance de l'énergie mobilisée pour effectuer concrètement, non pas en termes d'euros, mais en termes de watts et de joules, cette transformation. Voilà. Donc, du coup, nous, on est un peu embêtés avec le problème croissance-décroissance. On se situe à côté parce qu'au Shift, on parle assez peu d'euros. Par contre, on parle de dimensions tangibles de la transformation qu'il convient de réussir pour éviter la tragédie historique face à laquelle on est confronté et dont on discute aujourd'hui. Donc on parle de dimensions objectives. L'euro, la monnaie de manière générale, surtout depuis 2008, c'est pas franchement un truc dont on sait exactement ce que ça mesure. Par contre, une tonne, un joule, ou un bonhomme, ou une bonne femme qui est là, qui n'est pas là, qui sait faire, qui ne sait pas faire, ça c'est des dimensions objectives, et c'est dans ces dimensions qu'on raisonne. Et donc du coup, quand on regarde le phénomène de croissance économique, la croissance qu'on connaît depuis la révolution industrielle, c'est d'abord et avant tout dans notre monde tangible, une croissance des transformations. Des transformations, et dans notre monde physique, ça se mesure en joules. Okay, et donc, qu'est-ce qu'on regarde vu de l'espace? Croissance économique, d'un côté, mesurée en dollars constants, par exemple, et croissance économique en termes de production d'énergie, vous avez un truc qui ressemble furieusement à une relation proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut à peu près autant de joules pour faire $1. Depuis les années 60, au moins, alors je reviens sur votre point, au gain d'efficacité énergétique près, au progrès technique près. On a un peu moins besoin d'énergie pour faire une tonne d'acier, par exemple, ou pour faire une tonne de ciment. Mais les gains d'efficacité énergétique, ça c'est quelque chose que les ingénieurs savent très bien, sont incrémentaux. Ils n'ont rien de miraculeux. Voilà. Donc vu de l'espace, énergie et PIB, c'est deux facettes d'une même réalité, c'est une augmentation des transformations. Donc ça, c'est la manière dont on tente d'éclaircir ce diagnostic pour instruire la bonne thérapie, pour réussir la transformation concrète qu'on envisage. Et finalement, quand on regarde ce que disent nos amis économistes, bien souvent, la croissance économique dans leurs projections est postulée. Et de fait, un économiste, et va le reconnaître très aisément, c'est très difficile de se projeter sur l'évolution du PIB à plus de 2 ans, voire parfois à plus de 2 mois. Donc projeter ce que sera la croissance, ce que dira le PIB, ce que dira cet agrégat compliqué qui est le PIB, la somme de toutes les valeurs ajoutées à l'horizon 2050 dans une économie qui est appelée à se transformer profondément dans ses process, c'est une vue de l'esprit. C'est très trompeur. On leur demandera après sur ce point, sur ce qui postule de la croissance. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand vous regardez, vous, ces contraintes physiques dont vous parlez, est-ce que vous parlez vous prenez en compte dans vos modèles le tarissement de certaines ressources accessibles. Est-ce que vous interrogez sur la sécurité des approvisionnements en matériaux sensibles, en minerais? Est-ce que c'est tout ça, en fait, que vous agglomérez, toutes ces briques que vous agglomérez? Voilà, c'est-à-dire que quand on regarde la transformation dans ces dimensions essentiellement concrètes, combien j'ai besoin de tonnes d'acier, combien j'ai besoin encore de barils de brut, etc., on s'aperçoit qu'en tant que société technique, dans les process socio-techniques qu'on mobilise au quotidien, on est en train gentiment de dériver dans une zone de récif, et probablement qu'on y est déjà. Et arriver à se déhaler
pour sortir de la zone de récif, faire un virement de bord et aller vers un mode de développement, une mobilisation différente de la technologie, ça suppose effectivement de regarder concrètement, de manière prudente, avec une certaine forme de bon sens paysan, je dirais, la situation extrêmement critique dans laquelle l'humanité se trouve, et l'Europe occidentale en particulier. On est au bout de la branche en termes d'accès à des ressources qui vont être contraintes, qui le sont déjà. On a effectivement le shift fait sous l'égide d'RTE, du BRGM et du ministère des Armées, notamment une série de rapports sur les risques d'approvisionnement pétrole et gaz de l'Union européenne, qu'on avait commencé avant la guerre en Ukraine. Plus de la moitié des approvisionnements en brut de l'Union européenne avant-guerre provenaient de pays qui sont en déclin, dont la production de brut est en déclin systématique. On a avec la mer du Nord, le déclin systématique de la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, un cas d'école, d'un tarissement, d'une ressource fondamentale qui nous permet de faire toute cette transformation. Parce qu'on ne l'a pas dit. Pourquoi est-ce que ces énergies fossiles, alors elles ont beaucoup de défauts, mais pourquoi est-ce qu'elles sont imposées aussi, et elles restent aussi cruciales, aussi omniprésentes dans le système sanguin de la société? Eh bien parce que c'est ce qu'on avait de plus commode sous la main. C'est pas parce qu'on n'a pas été plus malin de ce point de vue-là qu'une colonie de fourmis ou qu'une colonie de bactéries. On a pris ce qu'on avait de plus commode sur la main pour maximiser les transformations. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, ce qui se passe en France, et notamment le travail de gens à ma droite, incarne ça. C'est qu'on a une idée aujourd'hui, dans la manière dont on se pose ce diagnostic du point de vue de l'accès aux énergies fossiles, que toutes les alternatives vont être, vous l'avez dit sur le solaire, moins efficaces, c'est-à-dire plus compliquées. Pourquoi est-ce que les énergies fossiles dominent autant? C'est parce que ce qu'on avait de plus commode sous la main, donc toutes les alternatives, qu'on soit pro-nucléaire, pro-renouvelable, pro ce que vous voulez, vont être plus compliquées. Et il y a un truc qui est très intéressant, je vais finir en un mot là-dessus, qui est en train d'émerger en France, chez les crânes d'œufs, qui essayent de conseiller les dirigeants politiques, chez RTE, au Secrétariat général à la planification écologique. Vous-même, vous l'avez suggéré, une notion non pas de décroissance, mais de sobriété structurelle. On va y revenir dans un instant. Parce qu'il va falloir effectivement arriver à faire aussi bien en tant que société. On va y revenir, Mathieu Ozano, dans nos avec actions moins d'énergie et de matière. Et recommandations sur nos solutions structurelles. Je voudrais qu'on repasse très rapidement, dans une seconde, la parole à Sandrine Dixon, mais je voudrais entendre rapidement, d'abord en aparté, si je puis dire, Jean Pisani-Ferry et Pierre-Olivier Gourinchas sur les deux points. Vous avez été, entre guillemets, invectivé, si je puis dire, sur le fait que vos modèles postulaient tous la croissance, en gros qu'elle sortirait du chapeau à hauteur de X% à l'horizon 2050. Ce point-là, sur la croissance, je ne sais pas qui de vous deux veut le prendre. Et puis, peut-être sur le point de la sécurité des approvisionnements et de finalement peut-être l'écart entre nos besoins industriels et puis notre capacité de production ou de réserve disponible. Je vais bien commencer. Sur la croissance, si on savait comment générer de la croissance, ce serait bien. Mais je pense que fondamentalement, il y a une question de... Il faut aller au bout, il y a une question de mesure derrière tout ce qu'on dit. Il y a une question de qu'est-ce qui mesure la prospérité. Et je pense que notre mesure de la prospérité, aujourd'hui, qui est le PIB, n'est pas adéquate parce qu'elle n'est pas corrigée des dommages de la consommation de capital naturel. Et corriger la consommation le PIB de la consommation de capital naturel, ça peut se faire dans le cadre de la comptabilité nationale. Je ne dis pas que c'est simple. Si c'était simple, on l'aurait déjà fait. Mais on peut le faire dans le cadre de la comptabilité nationale. Et je pense qu'on a besoin d'avoir non pas des tableaux de bord multiples qui ne servent à rien. En France, on a une loi qui impose au gouvernement de publier des tableaux de bord tous les ans en matière d'empreinte environnementale, etc. Personne ne les regarde. On a besoin d'avoir une mesure agrégée, opposable, c'est-à-dire que Bruno Le Maire ou son successeur vient et dit la croissance en 2024 a été de temps, et on lui dit mais oui, mais la croissance corrigée en fait des dommages à l'environnement, elle n'est pas la même. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a un débat qui est d'une autre nature. Et évidemment, le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, on sait bien mesurer l'activité économique, on sait mal mesurer les dommages au climat ou à l'environnement. Bon, d'abord, ça suppose, par exemple, qu'on mette un prix
sur les émissions de carbone. Donc, c'est pas simple, ça renvoie à la question que disait Pierre-Olivier tout à l'heure. Mais ça suppose aussi qu'on puisse valoriser l'ensemble de ces emprunts au capital naturel. Voilà, donc je pense que ça, c'est fondamental. Et ça résout, en fait, d'une certaine manière, le débat qu'on peut avoir sur croissance ou décroissance. Si on mesure bien, il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas à optimiser. Optimiser, ça ne veut pas dire maximiser. Ça veut dire de se fixer un objectif qui est un objectif de bien-être. Et donc cet objectif de bien-être, il doit être associé à quelque chose qui correspond à des préférences bien mesurées et donc à, encore une fois, une mesure de l'activité économique qui prend en compte les dommages. Je vais m'arrêter là. Je dis un mot sur la question des ressources planétaires. Je pense qu'il faut distinguer entre l'aspect géopolitique. Dans l'aspect géopolitique, il y a beaucoup de raisons d'être inquiet, parce qu'on est en train de faire une mutation de régime de croissance. On essaye de faire en 20 ans ce qu'on a historiquement fait en 70 ans, quelque chose comme ça, c'est-à-dire changer de système énergétique, passer d'une énergie qui était la biomasse au charbon, passer du charbon aux hydrocarbures. À chaque fois, ça a pris 60-70 ans. Là, on veut faire la même chose en 20 ans. Donc, c'est une rupture phénoménale. Et donc, ça va créer des tensions dans le court terme. Et ça crée des vulnérabilités géopolitiques. Mais ça ne crée pas nécessairement de problème de rareté. C'est-à-dire que ces ressources qu'on cherche à exploiter, ce sont des ressources qui, pour partie, sont assez présentes sur la surface de la Terre. Donc il ne faut pas confondre la vulnérabilité géopolitique et la vulnérabilité fondamentale. Pierre-Olivier Gourin-Chasse, est-ce que vous voulez en quelques secondes répondre pour qu'on puisse repasser la parole à Sandrine Dixon, qu'on aimerait bien avoir aussi sur scène pour pouvoir interagir plus facilement avec nous. Donc sur ce postulat de croissance, je présume que vous avez envie de nous répondre. D'abord sur la question de la prévision de croissance. Alors nous, au Fonds monétaire, on va s'engager à un horizon de 5 ans. On fait des cycles de prévision à 5 ans, on ne va pas aller au-delà. C'est déjà suffisamment compliqué. Mais j'ai presque envie de retourner la question, c'est-à-dire j'ai envie de dire que c'est presque, d'une certaine manière, lorsqu'on regarde... Par exemple, la productivité, si on regarde l'augmentation de la richesse créée par travailleurs sur longue période. Si vous prenez les États-Unis, par exemple, pour regarder le PIB par travailleur, ou même une mesure de la productivité depuis 1800, c'est absolument phénoménal. Toutes les fluctuations, les crises, etc., c'est des petites fluctuations autour du trend. Il y a une croissance qui est assez régulière, en fait. Alors, je vais être tout à fait honnête, on ne comprend pas complètement les mécanismes, on ne sait pas pourquoi on a eu quelque chose d'aussi régulier, mais c'est assez phénoménal, un peu plus de 1% par an, et ça fait plus que des décennies, ça fait presque plus de 200 ans. Donc là, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison que la machine s'arrête non plus, d'une certaine manière. Donc on peut rester un petit peu optimiste. Sur la question des risques d'approvisionnement, alors je pense que je vais avoir un petit point où je vais être un petit peu en une différence par rapport à Jean. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on a regardé de très près. On a fait tout un chapitre sur les risques. Alors c'est plutôt du côté de la fragmentation géoéconomique, mais ça avec des implications sur la transition climatique, ce qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il y a une très forte concentration au niveau du processing des minéraux critiques, des terres rares, etc., qui sont absolument essentiels pour la transition climatique. Il y en a un peu partout, comme Jean a dit, il a entièrement raison, il y en a un peu partout. Elles s'appellent terres rares, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles sont en faible densité. Mais il y en a un peu partout. Mais la technologie pour arriver à les extraire, les nettoyer, d'abord c'est très polluant, c'est très sale. On n'en a pas beaucoup chez nous, dans les pays riches. Elles sont souvent dans les pays en voie de développement, où il y a une certaine forme de tolérance de la part de nos économies, de nos sociétés par rapport à ce qui se fait là-bas. Donc c'est quand même là-dessus, c'est un point à faire. Et donc ce processing, ça crée une asymétrie. Et si on avait une fragmentation et une dépendance qui devenait menacée, très clairement, il y aurait un impact sur la capacité à produire de l'énergie
énergies renouvelables, sur la capacité à produire des véhicules électriques. Et on a essayé de chiffrer ça, on arrive à une chute de l'investissement dans ces secteurs-là d'environ 30%. Donc c'est quand même des effets très importants. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet. Il faut maintenir une économie intégrée d'une certaine manière. C'est très important de rester dans un monde qui ne va pas se fragmenter parce que ça va nous compliquer la tâche sur tout un tas de sujets. Voilà. Ensuite, un dernier point sur la Rapidement, post-growth. s'il vous plaît, vraiment, je voudrais qu'on repasse la Très parole rapidement, bien sûr, à Sandrine. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est le point que je faisais un petit peu plus tôt sur la perspective des pays en voie de développement et pays émergents par rapport aux pays riches. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble, c'est que le discours sur post-growth ou décroissance, c'est ce que les microéconomistes appelleraient un bien de luxe, c'est-à-dire la demande augmente avec le revenu. Il y a une demande qui est quand même beaucoup moins importante dans des pays qui ont des niveaux de revenus qui sont beaucoup plus faibles, qui, eux, aspirent à un rattrapage, aspirent à une convergence, et il faut leur en donner les moyens. Merci beaucoup. On reviendra de toute façon sur ce sujet dans un instant. Je vous propose, oui, qu'on repasse la parole à Sandrine Dixon. Sandrine, to start maybe the second part of a conversation, I would like us, and especially you, to reflect on a statistic. Statistic being 74% of people in G20 countries want economies that put the people and the planet first. Before profit, that means. What calls for action should trigger that figure? What does it tell us? Thank you so much for that question. And I think we need to come back to croissance pourquoi, pour qui, et comment. Let's unpack that a little bit, because what these G20 citizens are saying is that, of course, we need a type of growth. But a growth for what? So that people can thrive, not just survive. We have the highest growth of mental illness, the highest growth of suicide in Western countries that we've ever seen before. I grew up in Silicon Valley. You cannot tell me that actually the American dream is still an American dream. It is actually an American nightmare. Homelessness is at the highest rates it's ever been. So I want to really pose some time to think about the reality check. The reality check is what some of our interventions have indicated, which is that GDP no longer reflects, and actually never truly reflected, how people's well-being can increase. If we put in place statistics of seeing the shift since the 1800s, of course we saw some economic benefits that were redistributed to people. But if we look now in terms of the real redistribution, we're no longer seeing those effects. One, because we're not actually putting in place human capital and integrating this in our indicators with regard to GDP. Two, because we're not actually addressing natural capital, as has been said. But I want to bring in a few other points. We're in the midst of a poly crisis. We have a totally different workforce, which we're not taking into consideration. People keep on saying, but transformation is so difficult. But we're in the midst of a transformation. We've just experienced COVID, the greatest pandemic ever, where we had to completely transform, and it showed us that we could. So the call from us through Earth for All and the work that we've been doing is that if you put in place some key policy recommendations that are aligned across equality, poverty, environmental shifts with regard to the energy transition and the food transition, and also bring in the empowerment of women across the globe, then you will actually be able to not only avert the greatest existential threat that we have from climate change, but also the deep social tipping points that we are seeing. Across Europe, we have had the greatest growth towards populistic governments. Let us not forget that if we are not careful, those social tipping points will continue to explode, and they are already going to explode in the United States. Those are predominantly because we have seen that wealth distribution is not working through our GDP and growth model. Last point, of course, no one is saying that the South cannot develop economically. But again, the question there is, what type of development are we talking about? How are we actually going to enable them to shift? I keep on hearing about carbon pricing. I've been working on carbon pricing for the last 20 years. Has it enabled us actually to totally transform our industries? Absolutely not. Since the Ukrainian invasion, we've backtracked. We have 110% of emissions coming from fossil and energy companies. We've just seen here the big success at COP, where the damage and loss fund is 500 million. Can I please remind everyone that oil and gas companies make 2.8 billion per day in profits? No one is saying that there is not a way to get out of this mess.
and that prosperity is not absolutely fundamental for all citizens. What we are saying is, let us look at the reality of the perversities in our market, of an over-financialized economic system that no longer services people, planet, and prosperity. Take into consideration human capital, take into consideration natural capital. We have got well-being economy governments that are actually working on this. We have new indicators that are being worked on at the UN level, at the OECD level, across the European Commission, and across some southern countries. We know we have to work with the IMF on debt cancellation. This is clear. Last point, though, let us not forget that it is the greatest private investors that are holding 50% of the African debt. And if we don't convince them to give up their debt and their profits, we're not going to go very far. Thank you. Thank you very much, Sandrine. So therefore, I suggest we use one of your key points and to just dig into them for the rest of the conversation. Tim Jackson, I'm getting back to you on this post-growth model we were talking about and new indicators mentioned by Sandrine, taking much more into account well-being, prosperity, better quality of life. Jean Pisani just mentioned sort of the concept of adjusted GDP to the consumption of natural capital. Is this the call you're making, a new economic model promoting this prosperity and its indicators to measure exactly well what we're doing? Yes, it's not just about indicators, though. It's not just about measurements, and I think that's really important to say. I mean, what Sandrine has pointed out, that we're actually in the middle of a kind of power dynamic in the existing economy, and we are talking about shifts in that power dynamic, shifts we should be talking about anyway for social justice reasons, because actually it's quite often, you know, the poorest who suffer most from climate change, the poorest who pay the most costs from not having properly insulated homes or not being able to move around the place. So that social justice element has to be center to this new paradigm. But I wanted to bounce a little bit off John's point about the measurement, because the measurement matters. It clearly does. But your starting point for what you're measuring is, what is prosperity? What does prosperity mean? Is prosperity in itself just an increase in income and wealth at the aggregate level? Then, of course, chase the GDP. Let's go croissants, croissants, croissants. That's all that counts. Actually, most people don't really think that way. They, of course, accept that money and income matters at the individual, at the household, at the community, at the national level. But actually, when you ask people what prosperity is, it's first and foremost about things like health. Health for themselves, health for their families, health for their friends, health for their community, health for the environment, health for the planet at some level further down. But ultimately, health comes out top. How do you protect health in society? Well, you need something called care. The care economy is an economy that's dedicated to promoting prosperity at the highest level, at the level of health. How do we treat our care workers? Well, unfortunately, their labor productivity isn't very high, and their potential for labor productivity growth isn't very high either. Guess why? Because care takes time. It means people paying attention to each other, and that plays out in time, and it means you can't just take some piece of kit and solve the problem of social justice and care and prosperity through health by having technology. We need something more. And that more, I think, is social innovation. That more is a protection of the poorest people in society, protection of the people doing the most important jobs in society. And let me just remind you, when it comes to care, 75 to 80% of the people who work in paid and unpaid care around the world are women. When it comes to actually thinking about what that gender inequality means in society, we have to get beyond the big kit that boys love so much. The technology will solve everything paradigm, which we've heard an awful lot of. Social innovation matters equally as much. And if you like, you know, the biggest social innovation in the last couple of hundred years or so is what? Is capitalism. So we like social innovation. Capitalists like social innovation. We didn't much like the one that came after that, some communism that, you know, didn't work out too well. That was also a social innovation and may or may not have been successful and may or may not ultimately come to pass, who knows. But are we really saying, like Francis Fukuyama did in 1989 when the wall came down, that that was the end of history and that everything forwards is no social innovation whatsoever? I think the last 3 decades since he said that have indicated that that's profoundly wrong. We're looking at social innovation playing out in the unrest that Sandrine talked about through the pandemic that we witnessed with our own
lives sometimes. And what we saw there was that actually, if you think about prosperity, prosperity is primarily about health. Health requires care, and we denigrate our care workers. We underpay them. We don't look after the quality of their lives. And we don't do it for a very fundamental reason. Locked into the heart of the capitalist model is that we are chasing labor productivity as the source of progress and the expansion of the economy, and forgetting that sometimes it's about time and attention and slowing down and looking after the people who are worst treated in society. That is a transformational model. And would you say that on this new, I don't want to deprive you for any applause, would you say that in this new model, the new model you're promoting, sorry for asking the question, I mean bluntly, will there be jobs for people? Will there be enough jobs for the society? Yeah, this is the interesting thing. I mean, you know, how do you do that? When you chase labor productivity, you chase jobs out of the market. You can only get those jobs back if you increase the size of your economy at the same time. If the size of your economy isn't increasing, you're making people unemployed through the chasing of labor productivity. Jobs which don't have built-in labor productivity are jobs which are employment rich. Employment richness is not something that economists value, because it's the very opposite of the labor productivity they want to drive the economy forward. There are jobs everywhere in care. There are people uncared for. There are houses falling down. There is maintenance to be done. The work of cleaning never, ever ends. It isn't about whether there are jobs, it's whether we have an economic system that knows how to pay for them. Thank you very much, Tim Jackson. I suggest, before I go back to Jean Pisani-Ferry et Pierre-Olivier Gourinchas, je vais repasser en français, je vais m'adresser à vous, Mathieu Ozano, parce que je suis sûre que ce que vient de nous décrire Tim Jackson, dans cette nouvelle structure économique, et même j'ai envie de dire structure sociétale, il y a certainement des choses qui résonnent avec ce que vous cherchez à promouvoir au sein du Shift Project. Vous avez tout à l'heure, dans la première partie de votre propos, à la fin, un petit peu dit un mot sur la sobriété structurelle. C'est finalement ça, ce que vous promouvez et ce pourquoi vous militez. En quoi ça consiste ? Bah oui, ce que je disais, on essaie de décrire des transformations concrètes des organes vitaux de la société, l'industrie, l'agriculture, la santé, les transports, de façon à ce que ces organes vitaux remplissent leurs fonctions, fassent leur job, en utilisant le moins possible d'énergie et de matière. C'est ce qui découle du diagnostic de la raison pour laquelle les énergies fossiles sont aussi intégrale dans le régime de croissance que l'on connaît aujourd'hui. Et sur la productivité, nous on ne fait pas de recherche au Shift, mais je me permets une suggestion. Ça serait intéressant de regarder l'évolution de la productivité comme un phénomène d'intégration de l'abondance énergétique par personne depuis 2 siècles. Et le fait que chacun de nous mobilise au quotidien des dizaines, des centaines d'esclaves énergétiques. Sortir des énergies fossiles, ça veut dire passer sur un régime socio-technique, une organisation de la société qui, par construction, va demander moins d'énergie parce que toutes les alternatives aux énergies fossiles sont plus compliquées à les mobiliser. Voilà. Du coup, il faut qu'on arrive à naviguer entre le fait de s'éloigner d'une contrainte carbone pour ne pas tomber de Charybde dans Scylla, typiquement si on met tout le monde dans un SUV futilé électrique, il est bien possible aujourd'hui qu'il n'y ait pas assez de cuivre. Voilà, c'était écrit dans le Financial Times il y a quelques temps. La production existante mondiale de cuivre décline. À quel moment on n'intègre pas ce paramètre-là pour imaginer une transformation socio-technique, avant d'être économique, concrète. Et du point de vue de la productivité, j'y reviens d'un mot, il se trouve, je donne un exemple, dans cette notion de sobriété structurelle, faire en sorte que collectivement on s'organise pour consommer moins d'énergie et de matière, eh ben, il y a peut-être des issues heureuses. Je vous donne un exemple. Le Shift vient de toper avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui se dit « Ah, ben c'est intéressant, avec leurs histoires là, des écolos de sobriété structurelle dans les transports, de dire aux gens, pour la moitié de la population qui est en bonne santé, qui fait moins de 15 bornes par jour, grimper sur un vélo, ça va économiser de l'énergie et des matières dans les équipements hospitaliers ». La Caisse nationale d'assurance maladie se dit, tiens, cette histoire d'évoluer vers des modes de vie moins voraces en énergie et en matière, c'est peut-être
aller vers une société en meilleure santé. Et donc, du coup, un système de santé en particulier, on a instruit ça au Shift Project, on a montré que le système de santé, c'est quasiment 1/10 des émissions nationales, parce que c'est beaucoup d'équipements, extrêmement voraces en énergie. Eh bien, aller vers une société organisée de façon plus sobre, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon, le rapport Pisani-Ferry, Mahfouz l'a mis en évidence, c'est bon pour les finances publiques, parce qu'effectivement, mettre de l'argent public pour aider les gens à faire du vélo, bah, c'est beaucoup moins cher que de les aider à acheter des SUV électriques. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Qu'est-ce qu'on attend ? Et donc ça, juste pour préciser rapidement ce que vous entendez par cette sobriété structurelle et ces organes vitaux de la société, ça veut dire en fait que le modèle que vous défendez, c'est celui de dire, bah, là encore, on va faire mieux avec moins étant moins sollicité, utiliser ces contraintes de matière et d'énergie pour la santé, mais le transport, mais aussi l'éducation, pour en fait finalement toutes nos fonctions régaliennes / vitales de toutes les fonctions vitales. On sait que organiser un système de mobilité quotidienne pour les 15 bornes qu'on fait, la moitié d'entre nous font au quotidien pour aller bosser, aller chercher les gosses à l'école, on sait que c'est possible de l'organiser en développant systématiquement les alternatives à la bagnole individuelle. Que c'est des investissements publics qui n'ont rien à voir avec l'argent que la société a pu mettre dans les autoroutes ou dans les lignes de TGV, et que ça permet, on avait fait le calcul lorsque l'essence était 1,7 € le litre, je suis curieux de les refaire, on va le refaire bientôt à 2 € le litre, ça permet aux gens qui ont compris le sens de la révolte des Gilets jaunes d'économiser des centaines d'euros par an. Bon. Il nous semble, et alors, je veux dire d'un mot quand même, j'espère qu'on le défendra, que la diplomatie française le défendra à Dubaï, mais aujourd'hui, à travers le SGPE, à travers une chef du gouvernement qui a assumé le diptyque planification, sobriété, dans lequel nous, on se reconnaît pleinement, RTE, qui nous dit, ben, effectivement, on n'est pas du tout sûr, c'est ça la navigation entre Caraïbes et Scylla, on n'est pas du tout sûr aujourd'hui d'avoir les capacités de production électrique, de maintenir simplement les capacités de production électrique. Parce qu'on a perdu les compétences, parce qu'on ne sort pas les projets de renouvelables assez vite. Donc en fait, en chargeant la mule à l'excès, avec des besoins qui sont discutables, aujourd'hui, par exemple, Madame Mourlon, directrice générale de l'énergie, se désole de ne rien pouvoir de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit lorsque on a des data centers qui viennent se raccorder au réseau français et que ça rajoute peut-être 30, 40 TWh de besoin d'énergie dans 20 ans, alors qu'on ne sait même pas déjà comment on va réussir à maintenir 500 TWh. Face à tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant et stimulant de voir que RTE, la DGEC, le SGPE et d'autres disent tiens, peut-être qu'on peut s'organiser concrètement, différemment, organiser collectivement pour avoir moins besoin d'énergie et de matière. C'est juste une voie thérapeutique salubre et qui est au-delà de cette notion de croissance-décroissance. C'est vraiment de la sobriété structurelle. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous commencez à poser des petits cailloux pour la discussion de la table ronde suivante sur nos solutions. Mais je voudrais vous revenir vers vous, Jean Pisani-Ferry et Pierre-Olivier Gourinchas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de ces nouveaux indicateurs, de ces indicateurs mieux ajustés. Je voulais vous laisser réagir aussi peut-être sur cette nouvelle équation croissance. Sandrine a parlé de redistribution. Tim aussi, on pourrait aussi parler de compétitivité dans ce modèle. Et dans un modèle mondial où les stratégies climatiques divergent énormément, donc la question de la souveraineté, de la compétitivité, elle est aussi sur la table, à côté de la prospérité, à côté de la croissance, au milieu de la redistribution. C'est quoi le bon cocktail pour doser tout ça? Je vais peut-être... Vous et Pierre-Olivier, allez-y. Pardon. Allez-y. Je vais peut-être commencer par réagir à ce que vient de dire Mathieu Ozano. La sobriété fait partie de la solution. C'est clair. La sobriété, c'est une partie de ce sur quoi il faut s'appuyer pour organiser la baisse des émissions de gaz à effet de serre. À côté de ça, il y a un autre mécanisme qui est quantitativement plus important, qui est le remplacement des combustibles fossiles par du capital. Et ça, disons que si on se fixe à l'horizon 2030 ou un peu plus, on peut dire qu'il y a maximum 20% qui viendra de la sobriété
des réductions des émissions. Le reste, ça viendra quand même beaucoup de cet investissement du fait de remplacer des combustibles fossiles par du capital. Si ça passe. Si ça passe, Si ça passe, si on a la ressource, si on a assez de cuivre, par exemple. oui, si on a. Alors, j'entends ce que vous dites sur le cuivre. Je pense que ça va évidemment avec la constitution d'une économie qui économise beaucoup plus, qui recycle beaucoup plus les matières premières. C'est quand même paradoxal que le cuivre, je ne crois pas qu'on en mange, mais un petit peu, mais pas en grande quantité. Et le fait qu'on ait maintenant une rareté du cuivre qui apparaît, effectivement, c'est frappant. Ça passe beaucoup par une économie du recyclage qui soit beaucoup plus exigeante. Mais disons que Ça n'est avec des besoins, si je peux me permettre, avec des besoins mondiaux croissant fortement du fait de l'électrification. On le voit très bien dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Les scénarios sont sur une demande de cuivre qui fait comme ça, une production existante qui est comme ça. Donc nous, on se dit, dans les deux, naviguer pour se déhaler de la zone de récif, plus on peut intégrer de façon audacieuse et cohérente de la sobriété structurelle dans nos usages, mettre les gens sur des vélos quand c'est possible plutôt que dans des SUV, plus on se déhale, plus on gagne, on est d'accord là-dessus, on est complètement d'accord. Mais ça fait combien ? On parle parce que 2030, pas beaucoup, mais à 2050, ça change tout, à mon avis. Mais en même temps, on doit, vous n'allez pas dire le contraire, on doit ramener nos émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro en 2050. Donc ça, c'est extrêmement exigeant. Et ça, à mon avis, à l'horizon de 10 ans, ça passera quand même principalement par la substitution de capital à des énergies fossiles, et ce ne sera pas sans difficulté. Ce ne sera pas sans difficulté parce qu'il faudra investir, et ce ne sera pas sans difficulté parce qu'il faudra effectivement faire appel à des ressources qui sont soit rares, comme le cuivre, soit mal réparties, et donc avec des risques géopolitiques. C'est ce que disait Pierre-Olivier tout à l'heure. Je voudrais juste... Sandrine, est-ce que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit? Et puis ensuite, on passe la parole à Pierre-Olivier. C'est vrai que comme vous n'êtes pas avec nous, je veux veiller aussi à ce que vous puissiez rejoindre. Hand the mic whenever you want. Go ahead. Merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup. Et en fait, je peux le dire en français très rapidement. Je suis en train de travailler avec des scientifiques du monde entier parce que ici, à la COP, il y a eu une déclaration en fait qu'il n'y avait aucune cause scientifique pour démontrer qu'il fallait diminuer drastiquement, dramatiquement au niveau des émissions à effet de serre venant directement de l'énergie fossile. Et là, justement, avec nos scientifiques, et on va publier une lettre aujourd'hui, c'est absolument clair. C'est-à-dire qu'il faut en fait diminuer de 50% dans cette décennie, donc avant 2030, nos émissions à effet de serre, et puis ainsi de suite. Toutes les décennies, il faut continuer à faire la même chose. Donc, même si on dit qu'on va tripler nos investissements au niveau renouvelable, qu'on va diminuer de 2 fois, en fait, nos impacts et, au niveau de l'énergie, d'efficacité énergétique, pardon, et qu'on veut en particulier donc doubler nos investissements au niveau de l'énergie efficace ou l'efficacité énergétique, je veux juste rajouter qu'on n'arrivera nulle part si on n'a pas un changement dramatique au niveau de notre économie extractive basée sur l'énergie fossile. Et ça, c'est ce que nos climatologues vont dire. N'oublions pas que vendredi dernier, on a dépassé les 2 degrés, c'est la première fois, et qu'en France et en Belgique et d'autres pays du Nord, on a eu en 2 mois le mois le plus chaud, qui était le mois d'octobre, et le mois, en fait, le plus, en particulier, le plus mouillé, donc humide, qui était le mois de novembre. Donc nous sommes face à ces changements, et c'est pour ça qu'il faut parler de cette transformation d'une façon immédiate. Merci Sandrine. Jean, Pardon, on est d'accord là-dessus. Personne, il n'y a pas de représentant des compagnies pétrolières à cette table. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faut réduire les émissions. La question, c'est comment ? Pierre-Olivier, allez-y. D'ailleurs, si je peux revenir là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord aussi sur le fait que la sobriété a son rôle à jouer et que plus on en fait avec la sobriété, moins on a besoin d'en faire sur les autres marges. Donc toutes les marges doivent être activées. On est face à un changement qui est un changement absolument immense, un chantier immense devant nous, et je pense que donc il n'y a pas nécessairement de désaccord là-dessus. Je voudrais
peut-être faire un petit pas de côté, parce que je pense que ce qui est très important quand même, c'est revenir sur ce que j'en disais, c'est la mesure du problème. C'est-à-dire qu'on a quand même l'objectif, ça va être, bon, la sobriété, essayons de réduire la demande avec des mesures de sensibilisation, etc., puis des investissements publics, mais derrière, il va falloir décarboner. Il va falloir électrifier tous nos modes de production. Toutes ces joules et tous ces watts vont devenir des joutes et des watts qui sont produites plus ou moins avec de l'électricité et l'électricité renouvelable et du nucléaire. Bon, et donc, si on réfléchit à ça, une question qui se pose, et c'est là je reviens sur ce que vous posiez comme question sur la redistribution et la compétitivité, c'est comment on distribue l'effort entre pays. Et ça, c'est une question très importante, parce que, par exemple, on voit bien que du point de vue des premiers principes, on pourrait dire, bon, mais si on doit avoir un prix carbone, ce qui est optimal, c'est que ce prix carbone soit le même partout. La tonne de CO2 dans l'atmosphère, elle a le même effet négatif où qu'elle ait été émise, que ce soit au Rwanda ou que ce soit en France. Or ça, en pratique, c'est absolument impossible de mettre en place une tarification carbone qui soit la même partout, pour la raison simple que ce serait, pour une grande partie des pays, en partie les pays en voie de développement, c'est absolument impossible de supporter le coût d'une politique de ce type-là. Et pour illustrer ça aussi, il faut voir que les contributions au réchauffement climatique sont quand même très très variées, même au sein des pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 70% des émissions, mais avec une très forte inégalité entre, d'un côté, les pays comme la Chine et l'Inde, et puis de l'autre côté, un grand nombre de pays africains qui contribuent très très peu. Le Rwanda contribue en termes d'émissions à peu près le même montant que Silver Spring dans le Maryland, qui est une petite ville de la banlieue à côté de Washington DC. Donc on ne va pas demander au Rwanda de faire les mêmes efforts que les États-Unis. Donc de ce point de vue-là, il faut avoir une approche qui est... On a une responsabilité partagée vis-à-vis du réchauffement climatique. Tous les pays, tout le monde doit faire des efforts, mais elle est aussi différenciée. Et nous, au Fonds monétaire, on a essayé d'avancer cette idée qu'il fallait avoir donc des politiques qui soient différenciées en fonction du niveau de développement. Donc les pays les plus pauvres, s'ils adoptent un prix du carbone, ce soit un prix du carbone relativement faible, qui est à peu près au niveau de ce qu'on a en moyenne pour les pays qui ont adopté un prix du carbone actuellement, donc aux alentours peut-être de 25 $ la tonne, que les pays, les économies niveau moyen de développement, ce soit peut-être aux alentours de 50, et puis que les pays riches, qui ont une responsabilité double, parce qu'à la fois ils ont plus de ressources aujourd'hui, mais aussi parce que ils ont ces ressources aujourd'hui parce que leur richesse s'est construite sur les émissions passées. C'est-à-dire que le stock, c'est le stock qui compte pour le climat et la température. Ce stock, c'est pour nous, toutes nos économies riches, il s'est construit sur des émissions passées, et donc il y a une responsabilité historique. Un point juste sur les émissions et les émissions, les énergies fossiles. Il y a un levier qui est très important, qui n'est pas suffisamment activé. On a dans un grand nombre de pays, et y compris les pays des économies avancées, on a des subventions aux énergies fossiles. Actuellement, on a des subventions. Et alors ces subventions directes qui viennent plomber les finances publiques, elles s'élèvent à peu près de l'ordre de 1,3% du PIB global. Ce sont des subventions directes aux énergies fossiles, des pays qui subventionnent le fuel, l'essence, etc. Si on rajoute tous les coûts indirects qui sont liés à la fois au réchauffement, puis les coûts de santé, la pollution, etc., on arrive à peu près à 7% du PIB global qui sont des subventions indirectes aux énergies fossiles. Alors évidemment, une des premières choses à faire, c'est de retirer ces subventions. Et je pense que là-dessus, on est autour de la table, on est tous d'accord. Et 7% du PIB du global, c'est beaucoup. Ça permet de faire beaucoup de choses. Parce que ce que j'entends quand même derrière la discussion que nous avons eue, c'est un petit peu, il y a des demandes qui vont au-delà simplement du climat. Il y a des demandes sur l'économie du care, il y a des demandes sur la redistribution, il y a des demandes sur... Alors évidemment, on est des sociétés où on veut s'engager sur un certain nombre de chantiers. Mais on est dans un monde où on est confronté à des chocs multiples et on a cet objectif climatique qui est devant nous. Et donc on a des demandes multiples sur nos finances publiques. On ne peut pas tout faire. Le choix des finances publiques, c'est d'établir des priorités. Et donc commençons par retirer les subventions qui sont nuisibles du point de vue de l'environnement, commençons par mettre en place un vrai prix du carbone, continuons avec des mesures qui vont vers la sobriété et stimulons l'innovation qui est absolument indispensable. On n'y arrivera pas, on ne sait pas, personne n'a une boule magique qui permet de savoir, mais ce qu'on sait quand même, et là-dessus je vais m'inscrire un petit peu en désaccord avec Mathieu, c'est que ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'en termes de réserves prouvées de minéraux critiques
qui ne sont pas nécessairement extraits. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire des investissements dans des mines, etc. C'est coûteux, ça prend du temps, ça prendra peut-être une dizaine d'années avant que ça puisse fonctionner. On a, au niveau global, encore une fois, pas au niveau de chaque pays individuellement, mais au niveau global, on a les réserves de minéraux critiques et de ressources nécessaires pour faire la transition climatique. Donc il ne faut pas penser que c'est impossible parce qu'on n'a pas les ressources. On a un problème d'investissement qui a été mentionné par Jean, qui va venir pondérer la consommation pendant un certain temps. On a des problèmes de redistribution entre pays qui sont importants. On a des investissements massifs à faire, mais tout ça, c'est de l'ordre du possible. Donc gardons ça en tête quand même. Moi, je voudrais vous entendre, peut-être Jean Pisani-Ferry, sur cette question-là. Vous avez parlé dans l'équilibre général du monde, vous avez beaucoup parlé des équilibres nord-sud, pour faire simple. Ce sujet quand même de la compétitivité des stratégies de politique climatique, il nous interroge quand même, nous aussi, Européens, en tant que réponse qu'on peut apporter à la stratégie américaine. Très concrètement, dans ce sujet sur ce modèle de croissance, le coût que ça va représenter nos équilibres globaux, on ne vit pas dans un monde étanche. Donc, qu'est-ce que signifie pour vous, Jean Pisani-Ferry, ce risque de cette équation croissance-compétitivité-souveraineté de l'IRA versus la réponse européenne qu'on fait? Ça me semble quand même un sujet important. Il nous reste 14 minutes avant qu'on conclue. J'aimerais bien qu'on s'intéresse à cette question. C'est un sujet tout à fait important. L'IRA, d'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est comme ça que les États-Unis ont rejoint l'accord de Paris et ils l'ont fait surprise à leur manière. Et il n'est écrit nulle part que les stratégies doivent être partout les mêmes. Donc on a été dans l'illusion sous Trump que le jour où les États-Unis rejoindraient l'accord de Paris, ils s'aligneraient sur le modèle qui était donné par l'Europe. Ben non, ils ne le font pas. Donc ça pose toute une série de questions. Hein. Ça pose la question de savoir... évidemment, il y a des dispositions dans l'IRA qui sont des dispositions qui sont très contestables parce qu'elles sont très créatrices de distorsions. Mais au-delà de ça, l'IRA, c'est le fait que les États-Unis ont choisi un mode d'utilisation de leurs ressources qui est très consommateur de ressources budgétaires, qui n'ont d'ailleurs pas énormément. Enfin, pour l'instant, ils ne s'en soucient pas énormément. Et donc qui pratiquent les subventions. Alors que nous pratiquons un mix de prix du carbone, de tarification du carbone sur le marché ETS, de réglementation avec par exemple l'interdiction de mise sur le marché des véhicules à émetteurs de carbone à partir de 2035 et d'incitation. Donc on a un mix. Et eux, ils ont quelque chose qui est très orienté vers la subvention. Donc ça crée inévitablement, ça crée des distorsions de concurrence. La difficulté, il me semble, pour les Européens, c'est qu'on veut être les bons élèves partout, quoi. On veut être les bons élèves en matière de climat, on veut être les bons élèves en matière de finances publiques, on veut être les bons élèves en matière de multilatéralisme. Et il y a un moment où peut-être que toutes ces exigences ne sont pas nécessairement compatibles. Et on est en train de discuter de la réforme des règles européennes, des règles budgétaires européennes. Je ne suis pas sûr qu'on aura des très bonnes nouvelles lorsque l'accord sera atteint, parce que l'accord, il risque de se faire sur le dos des investissements publics dans le climat. Sur la question de la compétitivité, je pense que le véritable enjeu, je vais revenir d'une certaine manière à la question Nord-Sud. Je pense qu'il est plus là, sur les stratégies qui sont mises en place aux États-Unis et en Europe, qu'entre les États-Unis et l'Europe. En fait, il y a un rapport assez récent qui a été fait par les experts allemands et français qui conclut que l'impact de l'IRA sur l'économie de l'Union européenne est assez limité. On a des subventions dans l'Union européenne pour l'investissement vert, etc. Donc on a des subventions et en plus on a un prix du carbone avec l'ETS. Donc il y a un petit écart, mais au final l'impact est assez limité. Où est-ce que je vois un impact plus important ? On envoie un message très clair. On dit au reste du monde, actuellement, on leur dit, écoutez, nous, les pays riches, pour des raisons de souveraineté nationale, pour des raisons d'enjeux industriels, etc., on veut capturer une grande partie de la chaîne de valeur de la transition climatique.
Donc vous, les pays émergents, les pays comme la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Chili, etc., vous allez nous vendre vos matières premières, vous allez les processer, c'est sale et c'est un peu polluant, mais vous allez le faire quand même, vous allez nous les vendre et puis vous inquiétez pas, on s'occupe du reste. Alors évidemment, ces pays-là, ils voient ça, ils se disent... ah non, ça ne nous plaît pas trop comme idée, hein. C'est pas terrible votre truc là. Donc on va faire plutôt le contraire. Hein. On va dire qu'on va faire les chaînes de valeur chez nous, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des barrières. On voit l'Indonésie par exemple qui parle de downstreaming, c'est-à-dire que sur l'industrie du nickel, ils disent bah, écoutez, si vous voulez avoir notre nickel, il va falloir venir mettre les usines chez nous, hein, ne les mettez pas chez vous. Et alors donc on rentre dans une dynamique de fragmentation, ce dont on parlait auparavant. Ça c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, il est plus macroéconomique, c'est-à-dire qu'on finance quand même dans les pays riches, on finance une grande part. Alors les États-Unis très explicitement, mais pas que, on finance un peu par la dette ces choses-là. Or le financement par la dette dans un environnement où on a des taux d'intérêt qui sont remontés, où la croissance est ralentie, c'est pas simplement ressenti dans nos économies à nous. Les taux d'intérêt remontent partout. Et donc on vient réduire l'espace fiscal, l'espace budgétaire du reste du monde, et en particulier de ces pays qui ont aussi besoin de financer la transition climatique. Donc on les asphyxie du point de vue macroéconomique et on leur rend les choses beaucoup plus compliquées du point de vue de la chaîne industrielle. À mon avis, c'est là où il y a un véritable enjeu sur les stratégies de développement. Alors Jean a raison, c'est-à-dire qu'il faut que les États-Unis soient engagés sur la transition climatique. On ne peut pas y arriver sans les États-Unis, on ne peut pas y arriver sans la Chine. Mais on a besoin aussi de le faire dans une manière qui est une manière multilatérale. Alors évidemment, je mets mon chapeau, ma casquette FMI, hein, c'est un peu ma fonction, mais c'est absolument essentiel de le faire dans un cadre multilatéral, parce que sinon on a ces dynamiques un peu centrifuges qui se mettent en place, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Merci beaucoup. Alors il nous reste quelques minutes avant qu'on clôture. Je vais vous demander à chacun de prendre vraiment pas plus de 2 minutes, sinon I mute the mics, pour porter votre dernier message. Ça peut être soit un message de wrap-up de ce qu'on a dit, un nouveau point que vous voudriez ouvrir en réflexion au public. Sandrine Dixon, would you like to start? Maybe a live feedback from COP28, whatever you want, as a sort of closing remark on your side. Well, first of all, I want to say that I fundamentally agree with what's just been said with regard to the IRA. And I think that really, if we're going to think about this transformation and the shift towards a well-being economy across Europe and globally, we do need to work with the United States. We do need to work with China and southern countries. Absolutely agree. This means that we will have to readdress the fiscal space, which is exactly what has just been mentioned, both in terms of the financial architecture, which for the moment is not enabling debt cancellation or debt swaps, or even special drawing rights, which are directly going towards the southern countries. But one last point, the learning from the IRA in Europe, and in conversations with many boards of industries that I actually sit on, including the European Union governments, is the fact that we are not flexible enough to enable for a real transformation of our industries. We need to look at permitting times. We need to look at investment in infrastructure. And we need to ensure that we do take away those perversities of subsidies that are enabling industrial agriculture or continued fossil fuel production, rather than shifting that towards the just transition that we need toward decarbonized industries. So we have all the solutions. They are there staring us in the face from a technological perspective. What we need now is the leadership from governments. We need the governance frameworks. We need the new financial architecture, and ensuring that we shift our economies to start to place a value on matters in order to service people, planet, and prosperity. I'll leave it there. Thank you. Thank you very much, Sandrine Dixon. Tim Jackson, would you like to bear your closing remark on stage just, now? Very quickly on competitiveness, I think that has its roots really in the Adam Smith's view of the economy in a local village where people could oversee each other's behavior, and where you could postulate that something like the invisible hand might work. And we've seen 250 years of competitiveness playing out. And I think, you're right, yes, the IRA, which started its life, interestingly, as the Build Back Better bill after COVID, and had a great $3.5 trillion promised, amongst other things, to the health economy and to the care economy. And by the time we got to the war in the Ukraine and the cost of living crisis, that had been pared right back, and the Inflation Reduction Act has its
meaning in the name itself. It was a very, very close-knit, very US-based, close down the borders, keep the interests of America at heart, back to that competitiveness model. And the idea that the competitiveness model will deliver us from the crisis, I think, is wrong. I think it's fundamentally wrong. Competitiveness does work under certain circumstances, and as Adam Smith pointed out back in those village industries, it was when you could oversee the fairness of the exchanges that competitiveness can sometimes bring. But it is, once again, I'm sorry to come back to this point, but it is kind of in a way blindingly obvious, and it comes right through the tradition of Enlightenment science, through the tradition of evolutionary science, through the work of Charles Darwin, that competitive, selfish behavior is what drives the engine of progress forwards. And to some extent, we can say, yes, it does, but quite often it doesn't. And it also drives in another direction, and that direction is tragic. That direction is the direction of squeezing nation from nation, tearing people from people, setting people up against each other in the idea that when the fight happens and it's all out in the open, then the best person will win, and that will be progress. And it leads actually to dystopia. It was competitiveness that led essentially to the war in Ukraine. It was the competitiveness that leads to war almost everywhere. It's competitiveness that leads towards conflict. And we had our opportunities to do something differently. And the reason we didn't do something differently is because we are so aligned with this idea that competitiveness is the only thing driving things forward that we missed those chances. There was one Western leader who engaged in dialogue just before the Ukraine war broke out. And you know who that was. It was Emmanuel Macron. And he was pretty much laughed out of court for doing it as being Putin's stooge. But actually what he was doing was holding on to a value that competitiveness drives out of our system over and over and over again. And it is a very masculine, very gendered, very rationalistic and very destructive force if it is not tempered by balance, if it is not tempered by cooperation, if it is not tempered by collaboration, if it is not tempered by care. The care economy is a massive innovation, a social innovation that will do as much for climate change and for social justice as all the big kit that has been brought to the table tonight, this morning, in order as a proposed solution to the dilemma that we face. Croissance ou climat? We'll get back to that with the next panel. Thank you very much, Stig Jackson. It's not going to be easy for the rest of the speaker to go after Adam Smith and Charles Darwin. So maybe we can keep the conclusion as short as possible. Please, 1 minute each. And so we can move on. We're running a little bit late on schedule. Paul Claudel, le pire n'est pas toujours sûr. Il se passe des choses intéressantes. On regarde la tragédie à laquelle on est confronté en tant que génération avec une gravité enfin à la hauteur de cette tragédie. Et il se passe des choses intéressantes. Les États-Unis sont en train effectivement de sortir du charbon. La Chine est en train de dépasser ses objectifs de déploiement du solaire. Donc effectivement, il y a des stratégies nationales qui sont très intéressantes, des stratégies continentales. Peut-être qu'en Europe, moi je vois une école française émerger dans les propos, dans l'insistance sur cette notion de sobriété structurelle, dans les rapports des RTE, dans le travail du secrétariat général à la planification écologique qui dit « Attention, on n'a pas assez de bioénergie ». En France, on n'a pas les ressources, donc plutôt que l'importer de l'Amazonie, cette bioénergie, ça serait pas mal de questionner, par exemple, et de construire la planification au jour d'objectifs raisonnables en termes de production de biokérosène. Moi, je trouve ça extrêmement salubre, et je pense qu'effectivement, cette notion de sobriété structurelle qui émerge en France, où on est en avance, je pense, dans beaucoup d'aspects de cette réflexion, cette sobriété structurelle, défendue par RTE ou par le SGPE, est un choix historique, sans regret, pour la France. Merci Mathieu Ozano. Jean Pisani-Ferry. Et le monde. Moi, j'ai envie de dire que la table ronde a été conçue un peu comme un processus darwinien. On avait clairement dans l'esprit des organisateurs, il y avait les avocats de la croissance, les avocats de la décroissance, et ils allaient se battre entre eux. Et ce qui ne s'est pas passé, c'est qu'effectivement, on a eu un échange, assez exigeant, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, on a, et ça rejoint un peu ce que venait de dire Mathieu Ozano, la situation est trop grave pour qu'on se dispute pour pas grand-chose. On a des désaccords, ces désaccords, il va falloir creuser.
Mais on n'a pas de désaccord fondamental. On n'a pas dit d'un côté c'est la croissance et de l'autre côté c'est la décroissance. Non, parce que même Tim Jackson nous a dit qu'il was not an advocate for degrowth, but post-growth model. So we all agree, this is what we're saying. There was a huge consensus around the table. Absolument. Pierre-Olivier Gouinchas vous propose que vous revienne le mot de la fin. La tâche n'est pas facile. J'aurais 3 mots très brefs. Le premier, c'est qu'on peut y arriver. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi. C'est à notre portée et il faut s'en donner les moyens. Le deuxième, c'est que les réformes, évidemment, il faut les faire tout de suite, mais ces réformes, elles doivent être aussi crédibles. C'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Le ministre a mentionné plus tôt ce matin la prime, la Green Premium, la prime de risque sur les investissements verts. Une partie de cette prime de risque, elle vient de l'incertitude des politiques publiques futures qui limite la capacité des investisseurs à s'engager. Donc une manière de réduire cette prime de risque, c'est d'avoir des politiques crédibles qui s'inscrivent dans la durée, qui sont annoncées le plus tôt possible. On ne peut pas annoncer des politiques d'hier. Le vieux proverbe chinois, la meilleure date pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui. Donc plantons l'arbre aujourd'hui. Mais il faut planter l'arbre. Et le troisième, c'est que ces politiques doivent être des politiques justes. Je pense qu'on a tous parlé des problèmes d'économie politique de la transition climatique et du rejet qu'il peut y avoir si elle n'est pas acceptée, si elle n'est pas juste, elle ne sera pas acceptée. Et même si elle est juste, elle peut être difficile à communiquer aussi parce qu'elle peut peut-être être coûteuse dans le court terme. Donc ces 3 points, c'est faisable, il faut que ce soit crédible et il faut que ce soit juste. Alors Merci. je vous assure que ce n'était pas téléphoné, mais c'est exactement le programme des 3 tables rondes qui nous attendent, les vraies solutions, le financement et l'adaptation à la résilience. Vous resterez donc avec nous, vous aurez toutes vos réponses. Merci infiniment à vous d'avoir partagé votre vision. Merci Sandrine Dixon.